Mesdames et Messieurs, chers amis de la Constitution, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence de presse au nom des Amis de la Constitution. Cette association a vu le jour le 23 juillet avec 23 membres. Depuis, l'association n'a eu de cesse de croître pour arriver aujourd'hui à 8 000 membres. Les Amis de la Constitution répondent à un besoin citoyen, à l'autodétermination et à la responsabilité individuelle au service du bien-être du plus faible de ses membres. Comme c'est dit dans le préambule de la Constitution suisse, notre association est apolitique et s'appuie sur la Constitution fédérale et selon sa charte sur le principe de liberté, égalité, fraternité et durabilité. Comme on n'a pas de mot féminin pour fraternité, voilà, ça s'applique également pour les femmes de ce pays-là. Le 15 avril 2021, les Amis ont déjà tenu une conférence de presse à Berne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'ouvrir celle de Lausanne en présence de Dr Astrid Stuckelberger, Dr Philippe Segesser et de Madame Michèle Caillé. C'est un honneur pour les Amis de la Constitution. Chacun va apporter son expertise à la question de la loi Covid-19. Mesdames et messieurs, la loi Covid-19 est inutile et dangereuse. Elle est inutile car la fin de la loi Covid-19 n'interrompt pas les aides financières. Je m'explique. Les personnes comme les entreprises connaissent de grandes difficultés en raison du caractère arbitraire de la gestion de la pandémie. Au lieu de dédommager les dommages causés, les politiciens ont mis en place la loi Covid, avec laquelle ils lient les dédommagements à des mesures nuisibles. Ils font obstacle à de meilleures solutions qui sont pourtant déjà disponibles aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le Conseil fédéral nous propose une politique de la carotte et du bâton. Même avec un an, l'aide financière sera maintenue jusqu'au 25 septembre 2021. D'ici là, le Parlement peut transférer les dédommagements dans une loi séparée ou les garantir par des arrêtés fédéraux. Une motion allant dans ce sens a déjà été déposée au Parlement afin de garantir le versement des aides sans encombre. La motion Pirmin-Schwander, un conseiller national, a déposé au Conseil demandant le transfert vers une loi distincte de l'aide financière. Les Amis de la Constitution ont envoyé des lettres allant en ce sens aux deux présidents des deux chambres, à M. Ebi et à M. Kuprat. Nous attendons encore sur leur réponse. Important, un non à la loi Covid-19 n'affectera pas les compensations pour les entreprises et les personnes touchées par les fermetures forcées de l'État. Cela signifie qu'en cas de vote négatif sur la loi Covid-19, la compensation se poursuivra en tout cas jusqu'au 25 septembre. Par la suite, le Parlement peut transférer l'aide financière dans sa propre loi ou la garantir par des arrêtés fédéraux. La compensation sans faille est donc possible sans aucun problème. Encore mieux, Berne peut admettre que la pandémie est finie et permettre à l'économie d'ouvrir afin de générer des bénéfices et de redevenir des contribuables. C'est quoi ça, cette politique d'empêcher les gens disposés à travailler et de le faire? Ce n'est pas digne de ce pays. C'est une honte.
Il faut dire que les dégâts causés par sa politique doivent être entièrement compensés, et pas comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le fitness a fait une perte de 140 000 francs depuis le début de la crise. Il existe depuis 16 mois. Il est fermé pendant 8 mois. Les subventions ne couvrent que 30 à 40% des pertes. Ils ont dû emprunter 30 000 francs. Et ils ont perdu des abonnés, des abonnements. Et ça, c'est le b.a.-ba d'un fitness. Les clients ne se réabonnent pas par manque de confiance en lien avec la politique arbitraire, ce qui est tout à fait compréhensible. Sur fond de cette politique, le Conseil fédéral veut nous faire gober la dangerosité de la loi. Ça veut dire l'abolition d'une partie importante de nos droits fondamentaux, comme la liberté de réunion, article 22 de la Constitution fédérale, la liberté d'expression, article 16, ça va aussi avec la censure, le droit à l'intégrité physique, article 10, et bien sûr psychique, la liberté économique, article 27, pour ne citer que quelques articles. Il y en a bien plus. Mesdames et messieurs, c'est une véritable supercherie. Cette politique de la carotte et du bâton, c'est du chantage. La démocratie et l'état de droit ne sont pas négociables. C'est nous, le peuple souverain. Le Parlement est envoyé à Berne pour nous représenter. Les amis de la Constitution veillent au grain. Citoyennes et citoyens de ce magnifique pays qu'est la Suisse, qui a, on pourrait dire, la première démocratie dans le monde, bien sûr après la Grèce, ensemble nous arriverons à mettre fin à cette manipulation du Conseil fédéral en rejetant la loi Covid-19 aux urnes le 13 juin 2021. Le Covid a amené un nouveau paradigme. Chaque personne est devenue suspecte d'être porteur du virus. Même des personnes en bonne santé doivent se soumettre à ce verdict. Oh, tu peux être dangereux. Tu peux m'infecter. Et je peux en mourir. Et tu en seras responsable. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau paradigme, car avant on soignait les malades, maintenant on soigne les personnes en bonne santé, il faut même se faire vacciner, même si on pète la forme. À quoi cette politique nous a amenés? À la méfiance, à la distance, à la séparation et le clivage. Il y a des amitiés qui partent, des amis se séparent, des familles se séparent, des conflits domestiques qui éclatent dans cette période-là. Le résultat, c'est la peur de l'un de l'autre. Et c'est grave. L'ambiance anxiogène qui a été montée de toutes pièces par la plupart des gouvernements du monde de cette belle planète, la Terre, c'est inadmissible. C'est dangereux et les amis de la Constitution veulent en appeler à la conscience de chacun. Les citoyens et les citoyennes sont le souverain. C'est nous qui pouvons renverser ces tendances. Conclusion. La loi Covid-19 est inutile et dangereuse. Il y a de meilleures solutions. Votez non à la loi Covid le 13 juin 2021. Et quoi? Il faut 700 ans pour créer une démocratie, 1 an pour l'anéantir et un vote
pour le rétablir, car seul est libre qui use de sa liberté. Constitution fédérale. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, la suite sera assurée par Dr Astrid Stuckelberger, qui est private docent après 20 ans de recherche et enseignement en santé publique à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle est aussi consultante nationale et internationale à l'OMS en santé publique. Merci d'être là, Merci. Dr Stuckelberger. Oui. Merci. Et c'est avec grande fierté que je fais partie des, non seulement sympathisants, mais membres des Amis de la Constitution, parce que dans cette dernière année qu'on a vécue, c'est le lieu où j'ai retrouvé mes droits, et mes droits humains, et mes droits fondamentaux de naissance. D'abord, je commençais par vous dire que c'est formidable qu'on ait cette occasion incroyable, unique au monde, de pouvoir faire un référendum. Il n'y a pas un autre pays qui a ça, que le peuple n'est pas d'accord, qu'il fasse des signatures, et puis qu'il demande qu'on passe au vote. Donc c'est un moment historique, c'est un moment très très important pour le peuple de dire non aux 3 lois, parce que la Suisse est un modèle. Alors, je le dis maintenant, pour l'instant, c'était un modèle. Donc, essayons de continuer avec un modèle suisse. La Suisse est une des meilleures, comme on a dit, démocraties directes. C'est le peuple. Je vous rappelle que c'est le peuple qui dirige les parlementaires et qui dirige indirectement le Conseil fédéral. Donc, on a un œil sur ce que le Conseil fédéral fait. Et en tant que scientifique, c'est très important de montrer au peuple qu'il y a peut-être quelque chose qui ne joue pas. Comme Werner l'a dit, on est aussi, comme modèle, avant d'aller dans la science et la justification scientifique et politique, on est quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde. Donc on est aussi un modèle, c'est un cours que je donne depuis 25 ans, les systèmes de santé. On est un des meilleurs systèmes de santé au monde, dans les 3 premiers tout le temps, aussi le plus cher. Donc on a une assurance obligatoire qui est unique au monde. Tous les pays tous les membres de notre société ont accès à la même santé par égalité de droits. Et c'est un meilleur modèle. Donc, on va voir comment on peut le préserver ou pas. Parce que, comme on est des citoyens, eh ben, on va voir si c'est justifié. Et pour ça, je veux d'abord commencer par vous dire que jamais, dans l'histoire de l'humanité, on a eu des mesures de cette ampleur de violation massive de nos droits fondamentaux humains. Et ce n'est pas seulement la Suisse, c'est au niveau international. Alors, la première justification, pourquoi est-ce qu'on a une loi Covid et qu'est-ce qui justifie qu'on puisse faire une loi d'urgence comme ça? Eh bien, il faut savoir que la Suisse, elle a dans son sein l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies et le plus grand nombre d'agences des Nations unies qui est à Genève. Et donc, elle a signé, comme tous les États, un règlement sanitaire international à l'OMS qui était avec des buts très nobles, c'est-à-dire qu'on gère la sécurité de la santé et puis on essaye de gérer le monitoring, l'épidémie depuis son début jusqu'à la fin. Et ce règlement sanitaire est une obligation. J'étais impliquée pendant 3 ans à enseigner et mettre sur pied cette obligation et ce règlement de comment on prépare les pandémies, comment on les monitore, comment on communique avec éthique, en rassurant les gens, en montrant qu'on va faire de son mieux, que ça évolue, et surtout comment on stoppe une pandémie et une épidémie. Donc, il y a tout qui est là. Le règlement sanitaire international est là pour le peuple, pour les commerçants, parce qu'un des buts de ce règlement sanitaire international que la Suisse a signé avec 194 pays, eh ben, c'est de tout faire s'il y a une pandémie, et on va parler des justifications de ça, et une épidémie de surcroît des pays, pour faire que, numéro 1, on respecte les droits des personnes, leur liberté, qu'on respecte le transport aérien, parce qu'il y a des business qui sont appliqués là-dedans. Donc, une des clauses du règlement sanitaire, c'est de faire sûr que l'économie va durer pendant qu'il y ait une épidémie. On va attaquer le virus, on va le contenir par des mesures proportionnées et justifiées, mais on ne va pas arrêter l'économie. Or, aujourd'hui, vous voyez que très rapidement, on a arrêté les avions.
c'est quand même un signe. Arrêtez les restaurants, arrêtez les hôtels, arrêtez toute notre vie économique, culturelle, religieuse. On n'a même plus le droit de chanter dans les églises. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est absolument pas justifié par la science? Donc, si on revient à la pandémie et la justification, il y a 2 critères. Et la pandémie, l'épidémie et la pandémie, on va dire la définition a été modifiée par l'OMS pour dire que c'est toutes les maladies qui circulent. Donc la grippe est une pandémie. On tousse d'un côté d'une frontière et l'autre, on a une autre pandémie. Donc on a des multiples pandémies actuellement par rapport à la définition de l'OMS. Si on revient à une épidémiologie un peu plus sérieuse, eh bien, on arrive à la définition par les taux de mortalité surnuméraires par rapport aux autres années. Ça veut dire qu'on aurait eu en 2020 une mortalité énorme par rapport à l'année d'avant. Donc les cimetières sont pleins, il y a des enterrements partout, on est dans une situation catastrophique. Et même chose avec le monde. Eh bien, figurez-vous que tous les rapports épidémiologiques mondiaux, professeur Ioannidis de Stanford University, qui a posté avec l'OMS, approuvé par l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de mortalité différente en 2020 que les autres années dans le monde, globalement. Professeur Toubiana, avec qui je travaille pour un rapport scientifique pour des avocats, parce qu'il y a des avocats qui se sont saisis de cette affaire, a défini et montré la France, qui est le modèle le plus horrible actuellement avec le Québec et l'Israël, a prouvé qu'en fait, il n'y a pas de surmortalité en France en 2020 par rapport aux autres années. Si vous prenez les pourcentages et les taux, si vous prenez les nombres, il y a plus de nombres, mais comme la cohorte des baby-boomers, il y en a beaucoup plus. Si vous comptez les morts dans une cohorte entière, il y a le même pourcentage, le même taux. Ça s'appelle taux de mortalité. Comme ça, vous pouvez aller regarder de vous-même, compter, et vous allez vous faire une idée toute seule de qu'est-ce qui est la vérité. Donc, si on reprend, il n'y a pas plus de morts, les cimetières ne sont pas pleins. On nous a montré des malades avec des cercueils dans les hôpitaux, chose jamais vue dans l'histoire de la télévision, dans les pandémies. On nous a montré que ce syndrome respiratoire aigu, le SRAS-CoV-1, est un syndrome respiratoire aigu. Il est sévère, on peut en mourir de façon fulgurante. On ne savait pas le traiter, on sait le traiter aujourd'hui, et donc les choses sont apaisées. Il n'y a pas de deuxième vague. Aujourd'hui, en 2021, il n'y a jamais eu aussi peu de décès depuis 2015. Je viens de parler avec un statisticien qui s'en occupe. Il n'y a pas de décès surnuméraire. Il y a moins de décès que les autres années. Mais attendez les effets du vaccin, puisque le vaccin peut être un réinfectant justement des épidémies, comme on le sait dans le cas des poliomyélites et de l'éradication des poliomyélites. Les vaccins ont enflammé une épidémie de polio. C'est connu dans l'histoire des épidémies. Donc attention, le vaccin par rapport au taux de mortalité. Voilà, donc pour ça, je voulais le dire. L'autre fait scientifique, avant que je passe aux mesures, c'est que au niveau scientifique, si vous reprenez les maladies et l'immunité, en fait, là, l'OMS a aussi modifié sa définition de l'immunité en disant que la seule immunité, c'est le vaccin. Or, les livres, ça c'est depuis l'année dernière, mais tous les livres et les manuels d'immunologie et de médecine depuis 100 ans, en tout cas 60 ans, disent bien que l'immunité, elle est individuelle, elle peut être cellulaire ou humorale, et c'est vous qui, quand vous avez une grippe, vous créez vous-même votre défense et votre santé. Ensuite, il y a une immunité collective, et cette collective, ça s'ajoute, et en fait, les enfants dans les crèches, ils créent très très bien les immunités collectives, donc c'est nécessaire à la santé d'une population de créer ses défenses et ses anticorps. Personne ne parle d'anticorps. Donc je veux vous dire que professeur Béda Stadler, ancien directeur et professeur d'immunologie de l'Institut d'immunologie de Berne, de l'Université de Berne, a dit dès le départ aux parlementaires, vous êtes en bonne santé, donc vous n'êtes pas contagieux. Vous avez une immunité, ça s'est jamais vu que quelqu'un en bonne santé est contagieux. Donc enlevez les masques. Il l'a dit tout de suite. En plus, il a dit les masques ne servent à rien, même les chirurgiens le savent. C'est pour garder les poils. Mais on le sait aujourd'hui. Donc, je veux juste vous montrer à quel point il faut vraiment décoder toute cette affaire. L'immunité, vous n'êtes pas contagieux quand vous êtes en bonne santé. Donc, on est en train de vivre une situation scientifique kafkaïenne
avec des personnes qui ne se rapportent pas, des médecins en particulier, qui ont étudié il y a 30 ans et qui se croient scientifiques, alors qu'il y a d'autres médecins très scientifiques qui savent argumenter extrêmement bien. Il faut quand même distinguer les choses et se référer à des faits scientifiques et pas des conflits d'intérêts permanents, comme la Task Force l'a bien démontré. Il y a des rapports flagrants de journalistes de Suisse italienne, je vous réfère à ça, que vous pouvez mentionner dans vos rapports, les journalistes. Voilà. En tout cas, je veux vous dire que le questionnement de ce taux de mortalité et de la cause de la mortalité est questionné maintenant dans le monde entier. La CDC remet en question la cause de la mortalité l'année dernière, le NIH aussi en Angleterre et d'autres pays. Maintenant, pour conclure ce point-là, la situation épidémique, et je dirais même l'épidémie génomique, si on regarde on décode le génome et on voit que le séquençage du génome montre qu'il n'y a pas beaucoup de mortalité, n'est pas justifié, les mesures disproportionnées. Et donc, c'est non à la loi Covid. Arrêtons la loi Covid. Le règlement sanitaire international n'a jamais dit qu'il faut installer pendant une année une pandémie, alors qu'on ne sait même pas l'évolution d'une pandémie. Donc, en principe, une pandémie n'est pas programmée jusqu'en 2031 pour 10 ans. C'est une violation, vraiment, d'un droit constitutionnel qu'on a et qui surpasse les droits internationaux d'après l'article 5.4. Donc, en résumé, si vous voulez, on est dans une situation qui est vraiment catastrophique au niveau de la cohérence scientifique. Il y a des contradictions, il y a des interrogations partout. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on communique avec la peur, alors qu'on devrait rassurer, qu'on communique une science qui est totalement biaisée par des conflits d'intérêts, des médecins payés pour faire des choses qui sont contre leurs droits. Et on est dans une situation où on demande vraiment d'arrêter le confinement, qui ne sert à rien et qui rend malade parce que vous ne faites pas d'activité physique, comme l'a dit Werner. Vous avez des masques qui ne sont non seulement pas protecteurs, mais en plus, ils contiennent des éléments qui peuvent vous rendre malade, à la longue, des pneumonies bactériennes, par exemple. Vous avez l'arrêt de l'économie, l'arrêt du sport, qui était bien pour vous, on vous l'arrête. L'arrêt des transports, qui était bien pour la communication et l'économie, on vous l'arrête. Tout est là, même le culturel et le religieux. Donc, on est en train d'empêcher les gens d'avoir une vie spirituelle, de se rencontrer et de créer et de continuer à créer une société magnifique. Donc voilà, c'est du jamais vu historique, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Suisse qu'on nous fasse des mesures et des violations, alors non seulement de la Charte universelle des droits humains des Nations Unies, mais aussi de la Convention d'Oviedo, de la Convention des droits de l'homme et de toute la Constitution, donc pas seulement la Suisse, mais la Suisse. Je vous invite à relire la Constitution et devenir membre, mais relisez la Constitution et vous allez comprendre qu'on doit reprendre nos droits. Donc non à la loi Covid, et je me réjouis du résultat qu'on va bien surveiller. Merci. Merci à Dr Astrid Stuckelberger pour son intervention, qui sera suivie Dr Philippe Segesser, qui est ancien médecin-chef hospitalier, porte-parole du collectif Santé pour le moratoire. Bien, merci Werner de me donner la parole. En tant que médecin, puisqu'aujourd'hui les médecins sont peu présents dans ces débats-là. Chers compatriotes, c'est en fait en tant que citoyen suisse, représentant d'un collectif du secteur de la santé, ami de la Constitution et surtout médecin, que je m'adresse à vous. Comme nous tous, ma fierté d'être suisse repose sur les valeurs que notre pays incarne, celles de liberté, d'égalité, de fraternité, découlant elles-mêmes des qualités d'humanité, de sens des responsabilités et d'esprit civique de mes compatriotes, que nos élus et ceux qui nous gouvernent sont tenus de reconnaître et de respecter, et qui sont les fondements du fonctionnement de notre démocratie. Le développement rapide au début de 2020 d'une épidémie à l'échelle mondiale, présentée comme une crise sanitaire majeure, a mis notre pays et notre population en alerte. Plutôt que de responsabiliser et d'accompagner le peuple en prenant appui sur sa capacité à collaborer, entendre et accepter de bon gré d'éventuelles mesures contraignantes pour faire face à cette menace sanitaire, notre gouvernement, profitant de l'effet de sidération de la population,
a fait le choix de ne pas faire confiance à sa population et prendre appui sur la loi d'urgence sanitaire Covid-19 pour mettre en œuvre des mesures d'exception parfois dénuées de fondements scientifiques, de manière autoritaire, contraire aux droits et aux libertés fondamentales, considérant que cette méthode, paradoxalement en contradiction avec la qualité première sur laquelle se base notre démocratie, serait la plus apte à répondre à l'intérêt public prépondérant. Avec le recul d'une année et 2 poussées épidémiques en 2020, l'état des lieux sanitaires montre que les hôpitaux ont repris une activité normale et les unités de soins intensifs responsables initialement du confinement généralisé ne sont plus en état de surcharge depuis plusieurs mois. Les estimations du taux de létalité d'une infection Covid-19 est comprise entre 0,15 et 0,3%, atteignant pour plus de 85% des cas de personnes de 75 ans et plus. Cette observation n'est pas pour minimiser l'importance que l'on doit accorder en particulier aux personnes vulnérables et aux personnes âgées qui méritent notre respect et toute notre attention. La mortalité annuelle 2020 n'a pas dépassé celle de 2015 et qu'elle revient à la normalité. Fort de ce qui précède, l'intérêt prépondérant et le critère de proportionnalité invoqué initialement pour la poursuite de la loi Covid-19 restreignant fortement les droits fondamentaux ne peuvent plus se justifier. En outre, l'impact des mesures prises pour ralentir la progression de l'épidémie est non seulement remis en question par plusieurs études indépendantes, mais également par simple comparaison avec d'autres pays n'ayant pas adopté une stratégie aussi sévère de confinement et de restriction. Au final, il semble bien que les effets médicaux, sociaux, sanitaires, collatéraux, dévastateurs pour une partie de la population dépendante de petites et moyennes entreprises, de secteurs d'activité culturelle et de formation ont été de nature à aggraver la situation de manière plus importante que l'épidémie elle-même. La précarité économique, le stress et la peur, le manque de perspective d'avenir pour les plus jeunes sont autant préjudiciables à la santé physique, à l'immunité qu'à l'équilibre psychologique nécessaire à la notion de santé. En généralisant les mesures sur l'ensemble de la collectivité, pour protéger les plus vulnérables, nos autorités ont gravement négligé, voire sacrifié les plus jeunes et leur avenir, alors qu'ils ne sont que très rarement atteints, induisant de conséquences psychologiques, y compris psychiatriques, sans commune mesure avec ce que l'on a connu jusqu'ici. La stratégie médicale sur laquelle s'appuie la loi Covid-19 et les conséquences qui en découlent sont basées sur 2 éléments principaux, qui sont les tests PCR et l'immunisation induite par la vaccination, tous deux abusivement appelés tests Covid-19 pour l'un, vaccin pour l'autre. Même si l'ironie du sort nous révèle que ces éléments fondamentaux sur lesquels prennent appui les lourdes décisions prises par nos autorités depuis une année sont basés sur une confusion sémantique, le premier n'étant pas conçu comme un test diagnostique, clairement, et le second est davantage une thérapie génique prophylactique qu'un vaccin au sens de la définition de l'OMS. Le plus grave résulte sans doute des conséquences du choix délibéré vaccinal sur la pratique de la médecine et sur les conditions dans lesquelles elle s'exerce. Le fait d'avoir engagé tous les moyens et toute la stratégie de prise en charge médicale sur la réalisation de procédés vaccinaux d'un nouveau type aura conduit la médecine à chercher à vacciner d'abord des personnes saines plutôt que de tenter de soigner précocement des patients malades. Cette option de vaccination de masse à l'origine d'enjeux économiques colossaux a conduit non seulement à négliger l'utilisation de traitements en amont de l'hospitalisation, ce qui aurait également généré des obstacles, qui aurait été pourtant de nature à soulager nos structures hospitalières, mais également à générer des obstacles et autres entorses inattendues dans l'exercice de la médecine de la part de nos autorités. Certains médecins qui, appliquant leurs principes déontologiques, conformément au serment d'Hippocrate, ont tenté de traiter leurs patients, ont été victimes d'ingérences inacceptables et humainement indéfendables de la part des autorités, parfois même des médecins cantonaux et parfois de leurs pairs. Cette dernière année aura également été marquée par la réquisition inédite de stocks de médicaments pourtant évalués comme efficaces, et ceci sans réelle justification. Les plus courageux et pugnaces se sont vus parfois interdits de prescrire
ont reçu des intimidations et autres menaces sur leurs droits de pratique au cas où ils n'obtempéreraient pas. Cette situation est un vrai casus belli à l'égard du corps médical et des principes régissant la pratique médicale, qui pourrait, si elle devait se généraliser, transformer le rôle des médecins dans leur ensemble, avant tout comme des exécutants d'une politique sanitaire, plutôt que comme des acteurs neutres, capables de défendre en connaissance de cause et en toute indépendance les intérêts prioritaires des patients dont ils ont la charge. Alors que des molécules connues depuis longtemps bon marché sans effet secondaire ni risque particulier potentiellement utiles au traitement attendent toujours de la part de Swissmedic leurs autorisations de mise sur le marché pour traiter ambulatoirement des patients, d'autres, onéreuses, ayant d'importants effets secondaires et sans efficacité prouvée, obtiennent des facilités. C'est également le cas des différents vaccins qui, sans attendre de terminer la phase 3 des essais cliniques habituellement nécessaires pour garantir la sécurité à long terme, ont obtenu le droit d'être administrés prématurément. Cette situation pose de manière aiguë la problématique du droit des patients et du consentement éclairé, qui, dans ces conditions particulières, devait être obtenu de manière explicite, c'est-à-dire en informant les personnes qui vont se faire vacciner qu'elles entreront dans un essai clinique vaccinal de phase 3, dans lequel elles deviennent, de fait, des sujets d'essais thérapeutiques ou de recherche clinique. Dans des conditions de pression sur la population grandissante, il est bon de rappeler que la Constitution garantit la liberté vaccinale en Suisse, afin de respecter la notion d'intégrité corporelle et de droit de disposer de soi-même. Les dispositions de la loi Covid-19 prévoyant des limitations pour ceux qui ne seraient pas vaccinés ou même des obligations pour certains groupes de la population représentent une manière détournée, une pression extrême et imposée de fait, à terme et de manière déguisée, le vaccin pour tous. Pour ceux qui défendent la position de rendre un vaccin obligatoire, même pour ceux qui n'en auraient pas besoin pour eux-mêmes, considérant qu'il s'agit d'un geste de solidarité, l'argument consistant à protéger ceux qui ne seraient pas vaccinés ne tient pas. En effet, à l'heure actuelle, les caractéristiques des vaccins ne nous permettent pas d'affirmer avec certitude qu'une personne vaccinée n'est plus contagieuse pour les autres, ce qui, par ailleurs, nous enferme potentiellement indéfiniment dans la poursuite de mesures de distanciation et de protection. Voilà, en résumé, la loi Covid-19 autorise des restrictions et des limitations des droits fondamentaux qui ne sont pas fondés scientifiquement, qui revêtent un caractère arbitraire et qui ont d'importants effets collatéraux économiques, sociaux et sanitaires. La quasi-exclusivité du choix stratégique vaccinal aux enjeux économiques colossaux crée d'importants freins inacceptables à l'accessibilité à certains traitements précoces et à l'exercice libre de la médecine. La priorité donnée à des vaccins dont l'innocuité à long terme n'est pas prouvée fait prendre des risques non évalués à la population. Dans ces conditions, le consentement libre, explicite et éclairé devient mandatoire. Compte tenu que l'absence de contagiosité post-vaccinale n'est pas garantie et que le groupe de population de moins de 65 ans n'enregistre pas de surmortalité due au Covid, le recours à la vaccination doit être clairement facultatif. Voilà, pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, je vous invite à voter non à la loi Covid-19. Merci de votre attention. Merci, Dr Philippe Segesser, pour l'intervention. Maintenant, ça sera Michel Caillé, juriste et membre du comité du virus des libertés, qui parlera de l'historique de la Suisse, en tous les cas du XXe siècle, et ses conséquences pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous vivons un moment historique. L'enjeu de la votation du 13 juin prochain est d'importance capitale pour la démocratie de notre pays et pour la souveraineté du peuple consacrée par sa Constitution. Avant d'aborder le sujet principal que représente la loi Covid-19, j'aimerais brièvement revenir sur un petit peu d'histoire constitutionnelle. Lors d'une situation de crise grave et pour être en mesure de gérer dans les plus brefs délais, au lieu d'attendre la promulgation d'une loi formelle qui susciterait de longs débats au Parlement,
il est prévu, en vertu du droit de nécessité, qui est contenu dans l'article 185 alinéa 3 de la Constitution suisse, une clause générale de police. Et cette clause générale de police, elle permet d'octroyer les pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, devant la montée en puissance de la doctrine nationale-socialiste, qui menaçait gravement la sécurité du pays, le Parlement a délégué ses attributions, qu'il possède en temps de paix, au gouvernement. Si cette délégation des pleins pouvoirs au Conseil fédéral avait tout son sens jusqu'en 1945, fin de la guerre, il a fallu qu'une initiative populaire pour retrouver la démocratie soit initiée par l'émérite professeur de droit constitutionnel Zaccaria Giacometti, soit dit en passant était le cousin d'Alberto, le sculpteur, et ce n'est qu'en 1952 qu'elle a vu son aboutissement et qu'enfin, après 13 ans de plein pouvoir du Conseil fédéral, le Parlement et le peuple ont retrouvé l'entièreté de leurs droits. Petite anecdote au passage, le gouvernement fédéral de l'époque avait largement interprété la notion de plein pouvoir pour justifier moult mesures et tout particulièrement l'introduction de l'impôt fédéral direct, qui à l'époque s'appelait impôt défense nationale. Bien. Retour maintenant sur un certain vendredi de mars 2020 où toute notre démocratie a à nouveau basculé. La presque globalité du monde s'est vue soudainement arrêtée, fermée. Et la peur s'est installée. Le virus allait frapper, on l'attendait, avec son cortège de morts, de malades et de mourants. Et fort heureusement, il n'en fut rien, ou presque rien. Bien sûr, il y a eu des décès. Bien sûr, il y a eu des cas graves. Et des mesures contraignantes furent prises afin de contenir l'épidémie. Des mesures portant de graves restrictions aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. Et également de nouvelles obligations d'ordre sanitaire. Et pour qu'elles puissent être prises rapidement, la clause générale de police fut à nouveau actionnée et le Conseil fédéral s'est vu attribuer les pleins pouvoirs au nom de la sécurité du pays et des citoyens. Cette clause générale de police a une validité de 6 mois. Et c'est pour cette raison que la loi Covid-19 fut votée par le Parlement en septembre 2020 afin de créer une base légale dans une loi ordinaire permettant au Conseil fédéral de reconduire les mesures qu'il avait prises sous la clause générale de police. Et comme vous le savez, cette loi fait l'objet du présent référendum. Nous voilà maintenant avec un recul de 13 mois sur cette situation. Et que constatons-nous ? Nous sommes face à une population que toutes ces mesures de restriction ont rendue fragile et fatiguée, et dont les droits et les libertés les plus fondamentales ont été supprimés ou réduits. Nous sommes dans une situation d'état d'urgence entérinée par cette loi Covid et dont l'abrogation n'est prévue qu'au 1er janvier 2032, c'est-à-dire dans 10 ans. Si j'ose le dire, nous voilà repartis comme en 40. Sommes-nous prêts, nous, citoyens souverains, à accepter l'ingérence dans notre vie, même la plus intime, puisqu'il s'agit de notre santé, par le gouvernement fédéral? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Cette loi Covid nous ampute et nous amputera de nos libertés et droits fondamentaux les plus élémentaires, comme notre liberté personnelle, notre liberté à nous déplacer, notre liberté de réunion, notre liberté économique, et cela sur seule décision du Conseil fédéral. Même s'il est vrai qu'en cas d'urgence, la restriction des droits fondamentaux peut être admise. Mais vu la gravité d'une telle décision, celles-ci sont bien sûr soumises à des strictes conditions cumulatives qui sont contenues dans l'article 36 de la Constitution, à savoir qu'il existe une base légale, qu'il existe un intérêt public prépondérant et que les mesures soient proportionnées afin de préserver au maximum la vie sociale et économique. Était-ce le cas en mars 2020 ? Est-ce toujours le cas 13 mois plus tard ? En outre, l'article 170 de la Constitution prévoit que les mesures restreignant les droits fondamentaux des citoyens soient réévaluées régulièrement et fassent l'objet d'une attention particulière du Parlement.
Durant les 50 dernières années, on a vécu des épidémies, parfois très sévères, on l'oublie, et lors de celles-ci, jamais de telles mesures de restriction n'ont été prises. Si la loi Covid-19 est adoptée, le Parlement, censé représenter le peuple, délèguera ses compétences au Conseil fédéral et le peuple se verra donc dépossédé de son droit de légiférer sur la conduite de son pays. Car je le rappelle encore une fois, le fondement de la démocratie suisse, c'est un peuple souverain et c'est lui le législateur ultime. Que se passera-t-il si, comme le prévoit en son article 3b la loi Covid, un système de test, traçage, isolement et quarantaine, appelé TTIQ, est instauré? Que se passera-t-il si un certificat sanitaire, article 6a, ou passe vaccinal, attestant de notre vaccination, notant au passage que le certificat de vaccination porte une atteinte caractérisée à la confidentialité des données personnelles et médicales. Si ce certificat nous est demandé à chaque fois pour accéder à des lieux publics, tels que les hôpitaux, les transports publics ou encore les administrations, ou encore pour accéder à des lieux privés, comme les magasins, les restaurants, les cinémas, ou si pour voyager, ce pass devient nécessaire, obligatoire, nous nous dirigeons vers une société à deux catégories d'individus, les vaccinés et les non-vaccinés. Et cela au mépris total des droits fondamentaux les plus élémentaires. On crée une discrimination inacceptable entre les individus, piétinant les législations nationales et internationales. L'article 8 de la Constitution sur l'interdiction de l'inégalité de traitement entre les citoyens se voit totalement bafoué, au même titre que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le droit fondamental à la non-discrimination. On instaurera un apartheid sanitaire et risque pour cet apartheid de conduire à terme à de graves conflits sociaux. Sommes-nous prêts à prendre un tel risque? En Suisse, la vaccination n'est pas obligatoire. La campagne de vaccination en cours à l'échelle nationale institue une obligation vaccinale déguisée qui contrevient au droit fondamental à l'intégrité physique et psychique. N'est-il pas choquant que la décision de se vacciner, la vaccination étant un acte médical irréversible et pouvant entraîner parfois des conséquences graves, que cette vaccination soit motivée par le seul souci de pouvoir voyager ou accéder à divers lieux privés ou publics? Ne semble-t-il pas évident que cette décision de se vacciner devrait être prise au nom de la santé, c'est-à-dire pour se protéger d'une maladie grave? Ce passe vaccinal, qui serait le sésame pour la liberté, est en fait un cadenas pour la liberté et rendrait caduque l'article 8 de la Constitution sur la non-discrimination. En clair, le Conseil fédéral ou toute autre autorité qui mettrait en place ce passe vaccinal se substituerait au législateur. Le peuple se verrait bafoué dans sa souveraineté, car c'est à lui seul que revient le droit, par vote populaire, à la majorité du peuple et des cantons, d'abroger ou de modifier la Constitution, un article de la Constitution suisse. C'est donc un des piliers fondamentaux de notre démocratie qui s'écroulerait. Il est un autre volet de la loi Covid qui soucie les citoyens et c'est bien naturel, celui des aspects économiques liés à l'indemnisation des entreprises et des particuliers touchés par les restrictions à leur liberté économique. Contrairement à ce qu'on laisse entendre, le rejet de la loi le 13 juin n'entraînera aucun vide juridique. D'une part, car dans un premier temps, la loi Covid-19, même si elle est rejetée, restera en vigueur jusqu'au 25 septembre 2021 et déploiera tous ses effets. D'autre part, la responsabilité civile, politique et morale de l'État est engagée de plein droit, dès lors que par des mesures d'interdiction ou de restriction d'activité, les entreprises et les particuliers, au bénéfice de leur liberté économique, subissent un dommage. Très simplement dit, qui casse, paie. Mais encore, au moment de la votation, le Parlement sera en session, ce qui lui laissera tout le loisir de légiférer sur ces mesures d'indemnisation, qui figurent d'ailleurs déjà en grande partie dans la loi Covid actuelle.
par une loi spécialement dédiée aux aspects économiques de la crise sanitaire. Et si cette session ordinaire n'y suffit pas, on pourra toujours convoquer une session extraordinaire. Toutefois, l'argent magique n'existe pas. Si les indemnisations sont rendues possibles, c'est grâce à nos impôts et à la dette colossale que nous devrons honorer, nous, mais aussi les générations à venir. L'argument économique sur lequel repose toute la campagne politique pour la promotion de cette loi cache le réel enjeu de cette votation. Au nom d'une sécurité sanitaire et économique illusoire, que prétendrait garantir cette loi Covid? Sommes-nous prêts à sacrifier les fondements d'une démocratie unique au monde et enviée par beaucoup? Pourquoi faut-il rejeter la loi Covid le 13 juin? Parce qu'elle instaure un régime d'exception pour 10 ans et met en danger la démocratie directe. Parce qu'elle impose aux citoyens des mesures disproportionnées par rapport aux dangers réels. Parce qu'elle restreint ou supprime les libertés et droits fondamentaux, et tout particulièrement le droit fondamental à la non-discrimination. En conclusion, voter non le 13 juin prochain est un acte citoyen qui permettra à chacun et au peuple suisse dans son entier de se réapproprier son pouvoir et sa souveraineté. Je vous remercie. Je remercie à Michel Caillé qui nous éclaire sur les considérations juridiques d'une manière puissante et éclairante. Maintenant, j'appelle ma collègue coprésidente Marion Roussec de venir devant pour vous montrer en fait le tandem qui a la présidence de cette belle association. Juste, voilà. C'est nous, entre la Suisse allemande et la Suisse romande, nous sommes unis et ça nous donne une entité nationale, avec un rayonnement international, avec tous les amis qui sont là. Merci beaucoup pour ces apports complémentaires qui font un ensemble magnifique et qui permettent certainement aux citoyennes et citoyens de la Suisse romande et francophones de se faire une image des enjeux derrière cette loi Covid-19 qui est un bricolage, qui est un patchwork et qui ne cesse de se durcir de session en session, qui nous enferme de plus en plus, qui rend le traçage qui est facultatif au printemps 2020 universel en 2021. Comment ça peut être possible que quelque chose qui est facultatif soit universel? Moi, j'appelle au bon sens des citoyennes et des citoyens pour dénoncer les incohérences de cette loi, les incohérences qui se trament entre les deux niveaux qui sont législatifs et exécutifs. J'appelle les représentants du peuple souverain, qui sont les conseillers nationaux et les conseillers aux États, de reprendre les rênes de notre pays démocratique en main et de décider lors de la prochaine session extraordinaire qui a lieu du 3 au 5 mai pour le Conseil national, de montrer qui gouverne, qui fait les lois dans ce pays. Excusez-moi, le lapsus. Et qui gouverne, c'est le peuple qui a le premier mot et qui a le dernier mot. Nous sommes souverains et nous sommes des reines et des rois. Merci de votre attention pour ces exposés. Maintenant, j'ouvre les questions pour les journalistes. Comme c'est une conférence de presse, donc les journalistes peuvent poser leurs questions et peut-être vous pouvez aussi dire à qui vous aimeriez adresser la question. Alors, Madame Annick Chevillot. Bonjour, Annick Chevillot pour iNews. C'est pour vous, Michel Caillé, la question. Vous dites que la loi Covid va durer jusqu'en 2031 et dans la loi Covid, c'est écrit qu'elle sera caduque le 31 décembre 2021. Comment vous... Non, tu peux aller au micro, s'il te plaît.
Alors tout simplement, madame, il suffit de lire la loi. Peut-être pas, parce qu'effectivement, c'est marqué en bas, abrogation à partir du 1er janvier 2032. Voilà. Monsieur ? Je me présente, je suis Rafi d'Agora TV. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les discours que vous avez tous prononcés. J'ai une question qui est pour l'ensemble des participants et aussi pour l'ensemble de la salle qui est ici. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré « Nous luttons contre une armée, et alors je reprends, une armée invisible. Et nous sommes en guerre. » C'est ce que je veux. Ma question, elle est là. Sommes-nous réellement en guerre et à troisième guerre mondiale? Puisque les choses ne sont pas évoquées réellement. Sommes-nous en troisième guerre mondiale contre le peuple de la Terre? Merci Agora TV pour la question punch. C'est une question fondamentale. Il faut définir la guerre, mais ce qu'il y a, c'est que la guerre a changé de niveau. Avant, on avait des guerres avec des tanks, des chars, des missiles. Aujourd'hui, on a des guerres, je vais être cash un peu, avec des tests qui ne sont pas validés au niveau international, avec des vaccins qui ne sont pas validés au niveau international, qui sont en phase 2, et encore, tous les essais des vaccins sur les coronavirus ont montré que les animaux meurent. Donc, on est dans une situation scientifique où on voit que, je vais le dire, hein, l'arme biologique qu'on connaît dans les guerres chimiques, par exemple, eh ben, on a le potentiel là, on a une question à se poser. Si tout ce qu'on est en train de faire comme mesure, alors que, je vous rappelle, il n'y a pas de mortalité actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? On va parler du truc. Le moins il y a de décès et le plus on a des mesures. Les avions ne sont toujours pas en train de voler, on est en train d'être confinés, on continue à mettre des masques de plus en plus, maintenant c'est dans les bureaux, c'est dans les écoles, on est en train de faire des tests PCR qui sont invalidés par l'OMS partout, et donc on peut se poser la question quand même si ce n'est pas une façon de nous détruire notre santé. Et on est à même de se dire, ben oui, il y a des gens qui sont en train de décéder, il y a des collectifs au niveau des réinfections du vaccin et des décès en Israël. Moi, je suis très liée avec des généticiens comme le professeur Alexandre Henrion-Caude ou d'autres généticiens aux États-Unis. Et je peux vous dire, on est en train de regarder de très près tous les cas de décès après le vaccin, tous les cas de effets secondaires gravissimes, tous les effets de thrombose, et sans mentionner tous les scientifiques qui ont déjà mis des grandes affiches d'alerte à ce que le vaccin peut créer en risque parce qu'il n'a pas été validé. Donc, si vous vous dites, rien n'a été validé, et puis en plus, ce n'est pas validé au niveau d'une urgence, puisqu'il n'y a pas de validation de ce que c'est une épidémie. On se dit, il y a un problème. Donc, si on prend cette option, on peut effectivement se dire qu'il y a une guerre de l'information, parce qu'on a ici des journalistes qui vont nous casser, on le sait déjà d'avance. Il y a des journalistes qui nous censurent et qui ne disent pas ce qu'on dit. Donc, rien que là, on a une guerre de l'information. Alors, donc, vous avez une guerre de l'information. Nous, on fait des débats, vous pouvez les regarder. Vous êtes vous-même Agora TV au centre du vortex, de l'œil du cyclone. Mais regardez, il y a rien que le sens commun de l'être humain peut voir qu'on ne nous laisse pas parler. En plus, dans les familles, après, ça crée des histoires. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un débat? Le jour où on fera un débat, on aura retrouvé la paix, on n'est pas en guerre. Mais nous, on ne cherche pas la guerre, nous, on cherche à rétablir les choses pour que chaque personne retrouve ses droits humains fondamentaux. C'est l'objet de la loi. On est en train d'essayer de pacifier les choses avant que cette guerre, vous la voyez de vos yeux, parce qu'il y aura une hécatombe. Le vaccin est à haut risque d'une hécatombe massive d'ici 1 an. Donc, il y a des choses à faire, mais on ne veut pas parler du vaccin dans cette loi. Mais oui, c'est un autre objet. Je pense qu'il y a la Convention biologique contre les armes biologiques, que vous pouvez lire, et puis on verra si... ça. Mais voilà, la guerre, elle est là dans l'information. Elle est essayer de rétablir une démocratie de parole, de liberté d'expression, de non-censure.
Et dans ce sens-là, vous avez soulevé un sujet que vous devez encore investiguer un peu plus. Merci, je pense. Merci. Alors, M. Segelsen aimerait rajouter un élément à cette ça question. sera très très court, parce qu'effectivement, la question, c'est aussi une question piège. Je pourrais rajouter quelque chose. Je vous réponds juste, parce qu'en fait, là, c'est pas une véritable réponse que je vais vous donner, ça sera une réponse sous forme de question. Dans une guerre, il y a un ennemi. Je vous invite à réfléchir où est l'ennemi. Je voudrais juste rajouter un tout petit point, en mettant en parallèle les choses que nous vivons. Je parle pour la France en particulier. Un couvre-feu est un acte de guerre. On ne met pas couvre-feu comme ça pour faire joli. C'est une mesure de guerre. Les privations de liberté, c'est des actes de guerre. Maintenant, on en est à devoir aller se ravitailler avec le strict nécessaire. Ils appellent ça les produits de première nécessité. Là aussi, ce n'est pas encore un acte de guerre. On est en 45. Je suis désolé, 40-45. On est en état de guerre. On est en état de guerre. Donc, sommes-nous en troisième guerre mondiale ou la guerre mondiale va arriver? Et je vous réitère ma question et je vous invite à vous questionner vous-même en prenant appui sur toutes les informations que vous pourrez avoir, celle de vous poser la question, mais en guerre, et quel est l'ennemi? Quel est l'ennemi? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je veux pas. Je vous invite à le réfléchir parce que finalement c'est une démarche personnelle qu'on doit entamer chacun. Nous avons réalisé cette conférence pour éveiller les esprits et pour prendre conscience à un certain nombre de personnes de certaines questions qui doivent être ouvertes, qui sont régulièrement fermées dans la population par des médias mainstream qui sont, je m'excuse de le dire, mais souvent beaucoup de la propagande et qui laissent peu de place à la réflexion, à l'éveil et à la compréhension réelle de la situation actuelle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions venant d'un journaliste? François, es-tu journaliste? Oui, je suis journaliste. François Thibenthal du journal Vert Demain. On a près de 100 000 abonnés payés. J'aimerais revenir sur la question de ma collègue journaliste d'ID News qui s'étonne de la date. Effectivement, je m'en étonne aussi parce que la brochure distribuée à tout le monde dans toute la Suisse contient le vieux texte du 25 septembre que j'avais passé, dans lequel, effectivement, ma collègue a raison de dire, c'est indiqué la date 2021, si vous grappez un peu, c'est 2022. Mais dans le nouveau texte, tel qu'il est actuellement à voter, la date est effectivement, comme m'a dit ma collègue avocate, je suis aussi dans le domaine juridique, c'est au 1er janvier 2032. Alors la question, comment se fait-il que les autorités fédérales induisent le souverain, c'est-à-dire nous, les reines et les rois de ce pays, en nous donnant des documents qui contiennent de vieux textes, alors que ce qu'on l'envoie, c'est maintenant, des délais jusqu'à fin 2031, début 2032. Je m'étonne de cette attitude de nos autorités, et du Conseil fédéral et de la chancellerie. Alors évidemment, avant de donner la parole à Michel Caillé, qui saura répondre davantage de manière avisée, je voulais juste dire qu'effectivement, il y a un article qui stipule que voilà, la loi est valable jusqu'à 2031, jusqu'à fin 2031, et ça se termine le 1er janvier 2032. Ceci ne veut pas dire que tous les articles vont rester en vigueur d'ici là. Il y a des dates qui sont provisoirement fixées à fin 2021 pour certains, pour d'autres à fin 2022. Je vous rappelle juste que le Conseil fédéral, dans son premier texte, voulait faire l'État ou la loi urgente avec une validité jusqu'au 31/12/2022. Dans la consultation qu'il a donnée, où il a donné 3 semaines à la place de 3 mois parce qu'il s'agit d'un projet urgent, il a eu 1000 réponses et aussi de partis qui ont dit « nous ne pouvons pas faire ça, c'est impossible, nous ne donnerons pas notre aval ». Ce qui a fait reculer le Conseil fédéral d'enlever aussi bien une année, en théorie bien sûr, parce qu'en pratique on viendra après, et aussi d'enlever la vaccination
obligatoire de ce projet, arguant que de toute façon c'était réglé dans la loi sur les épidémies. Alors voilà, juste pour cette partie-là. Maintenant, les chambres n'ont eu de cesse de faire évoluer cette loi dans la session d'hiver 2020 et aussi du printemps 2021. Et à chaque fois, le Parlement a durci la loi. Là, il y a maintenant le certificat sanitaire au 19 mars 2021. Et il y a aussi des amendes d'ordre qui étaient mis dans la loi. Alors donc, le Parlement travaille des douzaines d'heures de session, des journées entières, sur une loi qui, dans 7 mois, serait terminée. Alors, qui de vous le croit réellement que la loi va être terminée en 2021, en 31/12? Je vous pose la question. Moi, pas. Alors maintenant, pour complément, Madame Caillé. Alors, je vais juste expliquer une petite chose. C'est habituel. On est dans une situation très particulière. On n'a jamais vécu ça. Habituellement, quand une loi est soumise au référendum, enfin pas soumise au référendum, mais quand il y a un référendum qui est appelé contre une loi, c'est une loi ordinaire. Donc la loi, elle peut même pas entrer en vigueur. Donc là, vous voyez bien la différence, c'est que cette loi Covid, il y a eu un référendum contre cette loi, mais elle a couru. Pourquoi? Parce que c'est une loi urgente. Donc, ça n'a pas empêché le Parlement, par la suite, à chaque session, de faire des modifications à cette loi. Celle, pour ou contre, nous allons voter au mois de juin, ce sont les textes écrits au 25 septembre 2020. C'est tout à fait juste. Donc, techniquement, c'est pas un mensonge que de vous dire qu'elle est caduque à fin décembre 2021. Mais c'est juste techniquement, parce que comme c'est une loi urgente et qu'il y a eu des modifications par la suite, si elle est adoptée, toutes les modifications seront adoptées au 13 juin 2021. D'accord? Et non pas, ça ne s'arrêtera pas, ça ne sera pas seulement le texte de 2020. Ça va continuer. Or, comme vient de le dire mon collègue Werner, le Parlement ayant travaillé sur 1000 modifications différentes, c'est certainement pas pour dire au mois de décembre, on arrête tout. Après, ça figure clairement dans les états de la loi qui viennent après, qu'il y a certains articles qui s'arrêtent en 2022, d'autres en 2023, mais d'autres en 2031. Et il est formellement écrit que l'abrogation de cette loi ne pourra avoir lieu que à partir au 1er janvier 2032. Donc, si on vote oui à la loi Covid le 13 juin, toutes les modifications s'appliqueront, et bien évidemment, celles de la durée également. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. Voilà. Merci beaucoup. Une dernière question? Sarah, Dor. Voilà, le bon pour la tête. Bon, j'ai encore une question à Madame Caillé. C'est que notre Conseil fédéral versé, lorsque ces multiples interventions de conférences de presse, fait allusion à une collaboration avec l'Union européenne pour un certificat Covid. Beaucoup de gens, de citoyens suisses, vont se faire vacciner à cause de ce certificat Covid qui va permettre un voyage. Et c'est ce qu'on en déduit. Personne ne le dit très clairement, mais c'est dans la tête des gens. Si, avec un non contre cette loi Covid, ce certificat, ici en Suisse, va être balayé de la table. Qu'est-ce que ça signifie avec la relation de l'Europe et le monde? Ça va dépendre des accords internationaux qui rentrent entre la Suisse et les autres pays. Je ne peux pas vous répondre autrement. Alors bon, quand M. Berset, alors je pense que d'un point de vue pratique, il va quand même y avoir une grosse difficulté à mettre en place ce certificat vaccinal pour tous les pays. Il y a déjà au moins, j'ai entendu qu'il y avait 40 certificats différents. Certains pays accepteront certains vaccins, d'autres pas, d'autres vaccins n'accepteront pas. Enfin, donc, je pense que pour l'instant, on n'a pas du tout encore réglé cette question, même en Europe. Voilà. Donc, pratiquement, ça me paraît très difficile que le Conseil fédéral réussisse à mettre en place ça d'ici le mois de juillet. Après, ça ne signifie pas qu'on ne vous demandera pas pour aller dans les pays des tests PCR, puisque c'est déjà en vigueur. Donc ça restera. Mais le passeport vaccinal... Merci. Oui, alors, je vais rajouter un élément.
Ok, je veux juste rajouter qu'au niveau international, il y a des résolutions très claires de l'interdiction d'obliger un vaccin. Les États-Unis, Cour suprême, a décidé la non-obligation des vaccins. C'est un truc historique. Si les États-Unis décident quelque chose, ça a des impacts internationaux. L'autre chose, c'est que le Conseil de l'Europe n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays. Le Conseil de l'Europe, qui est vraiment l'exécutif, le législatif, à Strasbourg, lui, c'est 47 pays. Et il a fait une résolution fin janvier 2021, mais très importante, où il y a la non-obligation de vacciner 7.3 dans le Conseil de l'Europe. Résolution de fin janvier 2021. Ensuite, il y a aussi, dans cette Conseil de l'Europe, c'est caché dans le sens où on a l'impression que c'est pour, mais en fait, le 7.3 dit très clairement que vous ne pouvez pas obliger. Il protège aussi les scientifiques et il protège aussi le fait que tout doit être validé scientifiquement et que la censure, que les corruptions et les conflits d'intérêts, notamment de ceux qui payent, c'est-à-dire, c'est là aussi un point de la guerre, c'est qui paye. Eh bien, ceux qui payent, les vaccinologues, ceux qui font les vaccins, ceux qui font les flacons des vaccins, ceux-là n'ont pas le droit de venir en ingérence dans la science qui fait l'aide à la politique et les décisions politiques. Donc, si vous êtes marchand de vaccins et puis que vous dites, moi, je vais vacciner tout le monde, c'est magnifique pour un marchand de vaccins. Eh bien, ça va être, c'est dans cette loi du Conseil de l'Europe, elle est très intéressante. Je vous invite à regarder 7.1, 7.3. Merci, Madame Dr Stuckelberger, pour cette dernière réponse. Pour la suite, il y a maintenant la possibilité de faire des interviews. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi le poser de vive voix. Nous nous tenons à disposition, Madame Herzog, nous nous tenons à disposition pour vous répondre en groupe ou en individuel. Donc, ceci dit, nous fermons cette conférence de presse avec tous les remerciements aux journalistes qui sont venus aujourd'hui, aux amis de la Constitution. Merci pour votre intérêt, pour votre écoute attentive. Et j'espère que ça portera des fruits en Suisse, en Romandie et dans le monde. Car tout le monde regarde actuellement ce qui se passera en Suisse. Et déjà, quand on a déposé les signatures avec succès à Berne, le New York Times a relaté le fait que la Suisse va voter sur cette loi. Alors donc, nous sommes vraiment dans un moment historique, comme l'a déjà dit Astrid Stuckelberger. Et nous allons traduire tout ça, bien entendu, pour le rendre accessible à le plus de monde possible. Merci et encore belle journée à vous tous et à tout bientôt.